Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver à la Fondation Jan Michalski, où nous venons d'avoir une conversation autour du thème « Faut-il désespérer de la politique ?» Quand je dis « nous », c'est Françoise Fressoz, éditorialiste au quotidien Le Monde, Jean-Jacques Roth, chroniqueur au quotidien suisse Le Temps, et David Jayes, essayiste et entrepreneur, après avoir été ce rapporteur national du Conseil national de la refondation. Donc, selon une tradition antique et solennelle, nous nous livrons maintenant aux questions du public, questions qui sont donc diffusées le mercredi qui suit la diffusion de la conversation qui les a occasionnées. Alors, selon la formule célèbre, la première question étant toujours la plus difficile, nous allons commencer par la seconde. Oui. Oui, je vois depuis un certain temps en France un intérêt de plus en plus grand pour le fonctionnement de la démocratie en Suisse. On en fait même une espèce de mythe en disant on devrait appliquer cela à la démocratie française. Maintenant, il faut quand même voir qu'en Suisse, même si par rapport aux Français, vous avez l'impression qu'on vote tout le temps, on vote pas tant que ça. On vote une fois tous les trimestres, plus ou moins, et on a 5 ou 6 sujets sur lesquels on est interrogé, avec en moyenne 3 ou 4 sujets fédéraux et 2 ou 3 sujets cantonaux. Chaque canton profitant des votes au niveau fédéral pour insérer, enfin s'il y a une question qui se pose au niveau cantonal, pour poser aussi la question au niveau cantonal. Mais au total, à la fin de l'année, on aura voté sur peut-être 7, 8, 9, 10 ou une quinzaine de lois, alors que la production législative en Suisse est extrêmement abondante. Ce qu'on appelle la feuille fédérale qui correspond au journal officiel en France, ce sont des milliers de pages de production. Et donc, ce qui est important, c'est pas, de mon point de vue, le fait que l'on ait voté sur une loi. C'est l'effet que cela induit sur la production législative. C'est-à-dire que, en fait, lorsque l'administration présente, ou le Conseil fédéral, par le biais de l'administration, présente un projet aux chambres, il y a tout un processus antérieur qui consiste à aller interroger les partis, les associations, les églises, enfin les lobbies en général, sur la législation. Il y a tout un travail au fond, de négociation qui a lieu entre les partis pour éviter la sanction du vote populaire. Et au fond, c'est vraiment le queue de la comète ou les sujets qui sont les plus brûlants qui finissent devant le peuple. Et au fond, ce qui est important, c'est pas tellement le fait, à mon avis, que l'on vote. Oui, c'est important, mais c'est l'effet induit du vote sur la production législative et la façon dont les partis conçoivent le travail au niveau parlementaire. Jean-Jacques Roth. Oui, c'est une remarque intéressante parce qu'effectivement, l'instrument participatif qu'est le référendum ou l'initiative est un instrument effectivement plus souvent préventif que correctif, et que la menace du lancement d'un éventuel référendum calme évidemment les ardeurs extrémistes parce que ça effectivement ça crée ce mécanisme de préparation concertée au fond et de compromis qui est souvent un gros mot pour nos amis français, mais qui a ses vertus et parfois aussi un peu ses limites. David Jayes. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas d'ailleurs que le référendum soit la solution à tous les problèmes. On adore avoir comme ça des solutions miracles qui n'en sont pas. Il se trouve qu'en 2022, j'avais écrit avec Patrick Bernasconi, l'ancien président du Conseil économique, social, environnemental français, un rapport à la demande du Premier ministre Jean Castex. Rapport dont aucun d'entre vous, ni ici sur la scène, ni dans la salle, n'avait probablement entendu parler, puisqu'il a servi à caler une armoire, ce qui est déjà pas mal. Et dans ce rapport, nous avions, décortiquant les réussites, mais aussi les échecs de la Convention citoyenne pour le climat, proposé que la fabrique des grandes lois de société, que ce soit sur la fin de vie, sur les retraites, sur l'immigration, sur la fiscalité, que la fabrique de ces grandes lois de société obéisse en réalité à un cycle délibératif complet. Et qu'est-ce que nous entendions par cette expression un peu techno ? C'est l'idée qu'il faut d'abord organiser un véritable débat grand angle dans la société autour de la question. Et on sait le faire. On a organisé le grand débat national en France. Il y a des moyens
de faire participer 2, 3, 4, 5 millions de personnes, sans aller jusqu'à un niveau de détail ou d'expertise extrême, mais au moins pour essayer, vous voyez, comme quand on cherche de l'or avec un tamis, d'essayer de purger des passions et d'arriver à trouver un terrain d'entente commun. Une fois que ce moment que nous appelions le grand moment participatif, le moment du grand débat public, est passé, deuxième moment du cycle, c'est place à la démocratie délibérative. Et donc là, nous proposions un schéma très simple, c'est-à-dire que le moment participatif a dégrossi un peu le sujet, et ensuite on le passe à la fois à un panel de citoyens sur le modèle de la Convention, mais où là on va faire vraiment un travail plus approfondi, avec des auditions d'experts, essayer de trouver les angles morts, voir ce que ça peut avoir comme impact sur la vie quotidienne des gens, etc. Et en parallèle, parce qu'il ne faut pas les mépriser, le travail que vous indiquez, avec les corps constitués, les corps intermédiaires, les églises, les syndicats, toutes les forces vives en quelque sorte d'un pays. Et une fois que tout ce travail est fait, c'est-à-dire le grand débat et le travail délibératif des citoyens et des corps intermédiaires, on juge que le projet est mûr. S'il est jugé mûr, il va au Parlement. Et il est voté, ou pas d'ailleurs, le Parlement étant souverain politiquement, par le Parlement. Si en revanche, on constate qu'effectivement, il y a encore trop de passion, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc., eh bien, on le passe au référendum. Et au fond, une maturité démocratique, c'est pas d'inventer des gadgets ou des remèdes miracles. C'est d'essayer de trouver un cheminement qui permet, petit à petit, de trier le bon grain de livret. Et je pense que certains projets de loi récents, suivez mon regard, notamment les retraites, auraient pu sortir de manière beaucoup plus apaisée si on avait eu la sagesse de suivre ce chemin délibératif plutôt que d'essayer de passer à toute vitesse avec un débat public qui manifestement n'était pas du tout à la hauteur puisque personne n'avait vraiment les chiffres. Par exemple, on subventionne les caisses de retraite des fonctionnaires à hauteur de 30 milliards d'euros par an, personne n'en a parlé. Le gouvernement lui-même a été très imprécis sur un certain nombre de sujets, notamment sur les retraites à 1 200 euros. Donc vous voyez que les conditions d'une maturité démocratique n'étaient pas réunies. Donc ce qu'il faut changer, j'ai presque envie de vous dire que les changements là auxquels je fais référence, c'est pas des changements constitutionnels, c'est même pas presque pas des changements législatifs, c'est des changements de mœurs et c'est des changements de pratiques. Et ça peut se faire, mais il faut le vouloir. Françoise Fressoz. Je voudrais revenir sur le débat des retraites parce que je trouve que c'est très significatif de la crise du politique. Je pense que c'est un sujet qui méritait un débat argumenté, équilibré des deux côtés. Je pense que, compte tenu des évolutions démographiques, je ne vois pas comment on peut financer le régime des retraites sans travailler plus longtemps. Ça n'a jamais été porté dans l'espace public. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel Macron a estimé que sa réforme était légitime dans la mesure où il l'avait évoquée au cours d'une conférence de presse pendant sa campagne présidentielle. Donc, il a estimé que, étant élu, il était légitime à la faire. Les oppositions ont estimé qu'ils étaient légitimes à la défaire parce qu'ils avaient réussi à ce qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour le parti macroniste à l'Assemblée nationale et que donc ça a été une bataille de légitimité qui est devenue extrêmement dure et qui s'est cristallisée autour de l'article 49.3, les oppositions accusant Emmanuel Macron d'être passé en force sur un texte très important. Et ça, effectivement, pour moi, c'est le symptôme d'une crise profonde parce que c'est un sujet qui intéresse les générations à venir, les retraités, qui touche à la génération à la solidarité intergénérationnelle. On a été incapable, alors qu'on est quand même un pays considéré comme civilisé et plutôt mûr, d'avoir ce débat. Et donc, je suis assez d'accord qu'il faudrait vraiment essayer de trouver des nouvelles procédures. Sur le référendum en France, je suis très sceptique parce que, il y a toujours eu l'idée de De Gaulle d'en faire un enjeu personnel, et même si Emmanuel Macron essaye de dédramatiser, il y a toujours cette idée que celui qui l'a initié, on va lui couper la tête si jamais il le perd. En même temps, il y a eu des beaux débats. Je veux dire, le débat de Maastricht, je trouve, a été extrêmement intéressant parce que les passions sont sorties, des débats ont été vraiment menés. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faudrait effectivement arriver à
nourrir le résultat du référendum, mais à l'intégrer dans une délibération ensuite, parce que sinon, vous allez avoir un conflit de légitimité entre la parole populaire et des élus, des représentants du peuple, c'est-à-dire les députés et les parlementaires, qui sont extrêmement affaiblis aussi. Et je pense que cette querelle, cette compétition de légitimité, elle n'est pas du tout réglée, et que tous ceux qui aujourd'hui demandent du référendum, c'est au fond pour dire le peuple aura raison contre le représentant et contre le président de la République. Et là, je trouve ça assez dangereux, parce que du coup, qui a la légitimité au bout du compte et voilà, donc moi je suis assez mesurée par rapport à tous ceux qui disent qu'il faut un recours accru au référendum en France. Voilà, je vous vois au milieu. J'ai juste j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Jayes. Je pense que la population helvétique a une vraie discipline citoyenne, ce qui ne me semble pas être le cas finalement. Ne le prenez pas comme une attaque. Je m'occupe d'une collectivité publique en tant que maire, comme vous dites en France, ou syndic en Suisse. Et on voit effectivement qu'il y a une véritable discipline au niveau communal, cantonal et fédéral. Et puis, ce que disait Mme Frézos m'interpelle, c'est qu'il y a eu, je crois, en 81, c'était M. Defer, ou 82, 82, comme on dit dans le canton de Vaud en Suisse, la loi de décentralisation, et vous parliez effectivement des différences de terroirs, enfin, des terreaux différents. Nous, on a cette particularité d'avoir 26 cantons, avec effectivement la Romandie, 6 cantons, on a des vraies particularités. Et le système helvétique, la Constitution de 1848, chez nous, permet effectivement d'écouter, d'être à l'écoute de ces particularités territoriales. Ce qui, effectivement, vous l'avez évoqué, Mme Frézos, n'a jamais été fait en France. On peut partir effectivement de cette base-là pour améliorer, prendre un exemple, je ne sais pas, la région du Sud-Ouest peut peut-être travailler différemment que le Grand Nord ou autre. C'est un petit peu ce que vous évoquiez. C'est quelque chose qui a été loupé, me semble-t-il, en France, mais on pourrait remettre ça à l'ouvrage sur le métier, non? Pardon, mais quelle explication vous donnez à ce phénomène? L'explication, c'est que le citoyen helvétique a une vraie forme de discipline. C'est-à-dire qu'il y a une espèce excusez-moi, mais ça ne peut pas être une explication. C'est une constatation, mais c'est une constatation. Ça renvoie à une autre question, qui est pourquoi est-ce qu'il a cette forme de discipline? Alors, ou pourquoi pour laisser le citoyen de côté? J'allais y venir. Comment faire pour qu'en France, effectivement, peut-être au niveau régional, donc je reviens sur ça, c'est la loi de décentralisation. Aujourd'hui, c'est un pouvoir jacobin qui impose et qui ne propose pas en fonction des besoins des régions. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non, je veux dire, j'ai mal posé ma question, mais qu'est-ce qui a fait dans l'histoire de la Suisse que ces particularités cantonales ont pu être prises en compte, se confronter à d'autres particularités avec lesquelles elles étaient ou compatibles ou incompatibles, mais qui n'a pas été nécessaire qu'il y ait un pouvoir supérieur qui dise bon c'est comme ça, on fera comme fait tel canton. La possibilité d'avoir l'initiative, le droit d'initiative et le droit de référendum au niveau communal, cantonal et fédéral. Si vous me permettez, j'aurais un élément d'explication alternatif ou complémentaire plutôt. La Suisse s'est construite historiquement sur une agglomération d'entités cantonales, agglomération consentie. Et donc, si vous voulez, la nation s'est construite par édification par la base, à l'inverse de la France qui est construite par le haut. Et je crois que tout découle de là, c'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'entité communale, puis à l'entité cantonale, ce que j'expliquais tout à l'heure, puis à l'entité fédérale, qui est restée malgré la Constitution de 1848, qui n'a établi que donc au milieu du 19e siècle, l'idée d'une nation suisse. Avant, c'était un ensemble relativement fragmenté d'entités régionales. Ce que je voulais sous-entendre, c'est que ça n'est donc pas... C'est pas une question de langue. C'est pas le fait qu'il y ait... Alors, ça joue évidemment un rôle, puisque... C'est pas ça qui a obligé... Vous avez 3-4 langues suisses, des cultures, des influences évidemment culturelles aussi différentes, et le fait de pouvoir vivre ensemble implique une forte autonomie, notamment dans le domaine de l'éducation, par exemple. Tous les systèmes de formation et d'éducation sont cantonaux en Suisse. Vous avez 26 systèmes d'éducation et de formation. David Jayes. Oui, le propre d'un système fédéral, c'est qu'il est construit de bas en haut. Bottom-up, comme on dit en bon français. C'est pareil en Allemagne. Même si en Allemagne, il y a eu une accélération de la modernisation avec l'État bismarckien. Donc, de ce point de vue, la légitimité, elle procède toujours de la base. L'unité démocratique de base, c'est la commune. On a fait une décentralisation qu'on a ratée, à mon avis, précisément parce qu'on a reproduit sur la décentralisation les tares de l'État jacobin. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une vraie régénération démocratique par la proximité, on a construit
un peu en râteau, si vous voulez, des échelons administratifs de plus en plus nombreux, parce qu'aujourd'hui, il y a les régions, il y a les départements, il y a les intercommunalités, il y a les communes, il y a les syndicats intercommunaux pour les déchets, l'eau, etc. Donc, on a construit une multitude de machins, mais qui fonctionnent en réalité exactement comme l'État. C'est-à-dire un peu comme des boîtes noires. Regardez, par exemple, moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup en France, c'est le pouvoir mayoral. Dans la plupart des pays, un maire, il est d'abord l'animateur d'une assemblée délibérante et d'un conseil municipal. En France, un maire, une fois qu'il est élu maire, il fait ce qu'il veut. Il enlève des postes d'adjoints, des postes de délégués. Il y a souvent des crises dans les conseils municipaux en France. C'est très drôle. Ça amuse beaucoup les chroniqueurs de la presse régionale, parce que c'est sur un caprice, le maire a décidé, entre le fromage et le dessert, de retirer la délégation de Madame Michu à la culture, etc. Donc, si vous voulez, il y a une belle formule de Marcel Gauchet qui résume bien la décentralisation à la française. Il dit « on a simplement décentralisé l'opacité ». Alors qu'en réalité, le sujet, c'était justement de reconstruire de la vitalité démocratique bottom-up. Et ce avec quoi il faut rompre, c'est avec cette idée qu'on se contente par la loi de déléguer des compétences, souvent mal financées d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autonomie fiscale. C'est une dimension importante aussi. Les lycées, les crèches, etc. On a dit, c'est les communes, c'est les départements qui vont les construire et qui vont les entretenir, parce que l'État, il peut quand même plus s'occuper de tous ces équipements de proximité. Mais ça, c'est très jacobin et c'est très fordiste comme vision des choses, vous voyez. Et là où l'écologie est intéressante, moi je crois vraiment que l'écologie peut faire projet de société, c'est qu'il faut qu'on l'utilise comme un levier aussi pour repenser la décentralisation. Par exemple, sur l'artificialisation, en France, on est en train de se planter complètement sur le sujet, parce qu'on dit en gros il faut arriver au zéro artificialisation en 2050, ce qui est une bonne chose, parce qu'on a trop bétonné. Mais la façon dont on le fait est catastrophique. C'est-à-dire qu'on dit c'est zéro artificialisation, donc on va avec un rythme arithmétique qui est imposé aux régions, et ensuite les régions doivent imposer en cascade descendante aux intercommunalités et aux SCOT. En réalité, il faudrait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait organiser des conférences de consensus au niveau des bassins de vie et que chaque collectivité vienne avec ce qu'elle a sur le cœur en disant écoutez, nous, on a beaucoup d'enfants sur la commune, donc il faut qu'on continue à construire des maisons et à délivrer des permis de construire. Mais en contrepartie, vous inquiétez pas, on va accueillir une ferme de panneaux solaires ou on va faire quelque chose pour le climat. Et une autre qui a beaucoup de friches industrielles et qui donc n'a pas besoin d'artificialiser pourrait dire écoutez, nous, on va artificialiser même encore moins que ce que vous nous demandez, mais en contrepartie, on a besoin d'être un peu soutenu financièrement. Vous voyez, ce genre de tractation et de négociation, c'est du bottom-up, il faut le construire à l'échelle locale. Et là, il y a un exemple en Suisse qui est intéressant. Moi, j'ajouterais juste, historiquement, la France, la royauté s'est construite contre les régions. Et je pense que l'État, l'histoire de l'État, c'est ça, c'est qu'au fond, il y a une méfiance. Mitterrand, d'ailleurs, était très méfiant quand il y a eu la décentralisation, le débat de décentralisation. Il n'a pas voulu faire des régions fortes parce qu'il disait l'unité de la France, c'est l'État, c'est le pouvoir central. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très prégnant. Et aujourd'hui, on assouplit un petit peu. Il y a vous avez vu, la question de l'autonomie de la Corse est posée. Il y a aussi la question de la différenciation, c'est-à-dire qu'on va laisser, selon les régions, la possibilité d'adapter des lois. Donc, le carcan se desserre un peu, mais structurellement, la France, elle est construite sur l'État fort, qui est le garant d'une sorte de unité qui peut être mise à mal par des régions fortes. Pardon, Françoise, mais le pouvoir central, le pouvoir royal, s'est construit en effet sur la volonté, sur sa propre volonté et ses capacités à dominer le reste du pays, mais aussi sur la complicité d'un certain nombre de populations locales qui trouvaient que c'était beaucoup plus protecteur d'avoir comme suzerain le roi qui était loin que le seigneur du coin qui avait l'habitude de venir piquer vos récoltes, vos filles, vos femmes, etc., etc. Ça a été une forme d'équilibre à un moment donné, d'un équilibre qui n'a pas duré, qui a fait que c'est le pouvoir central qui a pris le dessus. Mais cet équilibre-là, il n'y est plus. Il n'y a pas, je le vois évidemment, chacun voit midi à sa porte, ma porte à moi c'est le département de l'Aveyron, pour voir qu'il n'y a aucun recours contre les erreurs, les abus, les arbitraires du pouvoir local, départemental ou même intercommunal, Dieu sait si, ou communal. Il n'y a pas de recours.
il n'y a pas d'équilibre possible et peut-être là aussi, il y a une piste de réflexion. Non, mais ce que vous dites, Philippe, m'inspire juste une réflexion. C'est résumé par une belle formule de Régis Debray qui dit le pouvoir royal, c'est l'alliance du régalien et du populaire. C'est-à-dire qu'il faut que la force, le glaive du roi, puisse soutenir le peuple contre les suzerains locaux. Et c'est toute la différence avec un pouvoir impérial, par exemple. Le pouvoir impérial, il est lointain et il délègue à des satrapes et donc à des arbitraires la gestion des populations, alors que le pouvoir royal, justement, comme il cherche à éradiquer les féodalités, il prend le parti du peuple. Mais je pense que le sujet, c'est pas du tout... On va pas se réinventer en État fédéral ou on va pas aller contre 1000 ans d'histoire. Ça, ce serait inepte. Mais le sujet, c'est effectivement, Françoise le disait bien tout à l'heure, de faire bouger un petit peu les curseurs de l'État vers la société et du national vers le local, ou en tout cas d'une autre façon de faire nation et d'une autre façon de faire le national, qui procède plutôt de la symphonie des cœurs, de la symphonie des vies locales, plutôt que d'une espèce de norme comme ça, qui tombe de manière verticale et descendante sur les populations. Oui, ce qui suppose que les pouvoirs ne soient pas ces espèces de matrioshka, de satrape, du satrape national, du satrape régional, du satrape départemental, du satrape intercommunal, du satrape communal et du satrape nigo, si j'ose dire. Est-ce que, madame, je crois que vous vouliez poser une question? Ah ben pardon, il y a déjà quelqu'un vous a devancé, mais votre tour viendra. Excusez-moi de vous interrompre. Maintenant, j'ai une supposition. Est-ce que le monde politique avec le citoyen, c'est un écart qui va grandissant? Pourquoi je dis ça? Je suis terrien, je suis agriculteur, j'ai des racines. Les racines, elles sont dans le passé, dans le présent, dans le futur. Je vous cite un simple exemple. Pour la France, vous enviez le système de formation des métiers, comme on fait en Suisse, sous forme d'apprentissage sur 3 ans CFC. Et je prends l'exemple de notre canton de Vaud. Et si on parle de politique agricole, actuellement, il y a un gros problème. C'est que un élève sur 2 dans les écoles d'agriculture dans le canton de Vaud n'est pas issu d'une ferme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de ferme dans sa famille, rien, mais ils veulent devenir agriculteurs. Par contre, de l'autre côté, par rapport à notre politique agricole qui est quand même axée sur des bases, on va dire, anciennes, on est sur une agriculture intensive et par ce fait-là, avoir des nouveaux agriculteurs, des néo-ruraux, comme on appelle ça pose problème. Et là, je vois une incompréhension entre le manque d'approche du peuple par le politique, de se dire mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et c'est pas en adéquation avec ce que la politique agricole. Je vois toujours un abîme grandissant entre où j'imagine la politique qui soit proche du citoyen pour se rendre compte mais sur le terrain qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, et où maintenant on est de plus en plus distant. Jean-Jacques Crotte. Je peux difficilement entrer sur le terrain agricole que je connais relativement mal, et donc je suis vraiment pas spécialisé et de nature à répondre directement à votre observation. Mais je pense qu'elle ouvre sur une question un peu plus large qui est liée à l'adéquation entre la formation et les besoins d'un marché, d'une économie, d'une société. Et c'est vrai que je suis toujours surpris quand même par le succès pervers, ou la perversité du succès peut-être, des 80% d'une classe d'âge au bac en France. C'était une augmentation très considérable en 30-40 ans. On a passé de 30% à 80% d'une classe d'âge au bac. On a même fait mieux. On a fait jusqu'à 98. Et c'est vrai que, encore une fois, tout système est très imparfait, le Suisse comme d'autres, mais il y a une organisation du système de formation en Suisse qui est beaucoup plus proche des réalités du terrain, et avec une valorisation, alors qui a tendance à baisser avec le temps, mais très forte des métiers, disons, d'apprentissage, et qui oriente quand même de manière assez efficace les gens vers des filières où ils sont nécessaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filière en tension. On a les mêmes problèmes de recrutement d'infirmières, de maçons, etc., de professions qui sont partout un peu délaissées. Mais je pense que le déséquilibre est moindre par ces filières beaucoup plus, disons, adaptées, au fond, aux réalités du monde économique.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci à l'équipe du Nouvel Esprit Public d'être à Montricher ce soir. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter et de vous voir. Et je voulais rebondir sur ce que mon collègue, M. Pertusio, a dit tout à l'heure par rapport à la discipline du Suisse. Je tempérerai un tout petit peu cette discipline qu'on nous envie, qui est peut-être un peu caricaturale, parce que dans les urnes, on a quand même toujours un fort taux d'absentéisme, mais ça ne va pas vraiment en s'améliorant, je dirais. Et je voulais simplement faire une remarque par rapport au référendum qui suscite certaines interrogations, une approche mesurée de Madame, qui est enviée par d'autres. Je trouve que le référendum a ceci d'intéressant, en tout cas dans notre confédération, c'est que le spectre du référendum oblige le politique à en tenir compte et à arriver avec des propositions qui sont acceptable au plus grand nombre. Le politique n'étant jamais friand d'avoir un de ses projets remis en question par un référendum. Et ça oblige aussi les politiques à presque faire du marketing de leurs propositions. J'en veux pour exemple un projet très actuel dans notre canton de Vaud. Nous allons bientôt avoir une nouvelle loi sur l'énergie, la loi vaudoise sur l'énergie. Que fait le ministre en charge de ce dicaster, le ministre vaudois en charge de ce dicaster? Il a terminé, pas plus tard que hier soir, une tournée dans les principales villes romandes pour faire des présentations de ce projet de loi, pour avoir un vrai dialogue, établir un dialogue social avec la population, avec même une plateforme où on peut poser des questions. Donc le citoyen a en tout cas la possibilité de participer au dialogue et à l'élaboration des lois, ce que je trouve particulièrement intéressant, tout en étant parfaitement consciente que ce système n'est pas forcément facile à exporter hors de nos frontières. On l'a évoqué tout à l'heure, le système suisse est aussi dû à son histoire très particulière de ces confédération, donc cette fédération d'États où le système s'est construit très différemment du système français, bien entendu. Donc c'est pas vraiment une question, mais c'est une piste de réflexion supplémentaire par rapport au référendum. Mais je pense que vous avez raison. Je pense que c'est cette pratique-là du référendum où on oblige le politique à tenir compte et où il y a au fond une sorte de dialogue entre la population et ce qui est fait est très bon. Mais par exemple, vous voyez, je vais vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé en France à partir de 2005, quand il y a eu le référendum avec 55% de non au traité constitutionnel européen. Le gouvernement français s'est retrouvé bien ennuyé et Nicolas Sarkozy est allé négocier un traité qui fait qu'au fond, on restait quand même on a fait passer un traité simplifié pour pas se mettre au banc de l'Europe. Et une partie de la population lui a reproché en disant mais non, mais le peuple a voté et vous faites le contraire. Et il y a toujours en France, ce que je trouve assez difficile, c'est cette tension entre le peuple souverain qui serait au fond la bonne parole, et puis les politiques qui seraient incapables de traduire ce qu'il veut. Et c'est une tension très forte qui, moi, me paraît de nature à affaiblir encore la démocratie représentative qui est déjà en mauvaise santé, parce que il y a une chose sur laquelle on n'a peut-être pas insisté suffisamment dans le débat. Moi, ce qui me frappe en France, c'est à quel point les syndicats sont faibles et à quel point les partis qui tenaient à peu près encore le coup il y a 20 ans sont en état de déliquescence. Et au fond, le seul parti qui tienne la route aujourd'hui, c'est celui de Marine Le Pen. Toutes les autres formations, ce sont des formations qui se sont constituées autour de personnalités, Mélenchon, Emmanuel Macron. LR et le PS sont en très très grande difficulté. Europe Écologie Les Verts, c'est une coquille vide. Et donc, la grande difficulté de la période pour la France aussi, c'est au fond l'absence d'endroits où le débat se fait. J'ai quand même le souvenir d'un parti socialiste où vous aviez des débats de motion, où vous aviez des textes qui étaient le fruit d'un compromis entre les motions. Là, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez un leader qui va décider et derrière le parti va soutenir et ça, je pense que c'est pour le débat public, c'est catastrophique. Merci. Au dernier concordance des temps, samedi dernier, on a parlé de la mort du roi Louis XIV. Et j'ai appris avec grande surprise qu'il y avait un ministère de la gloire du roi qui œuvrait pour toutes les peintures, la gloire du roi, etc.
Et on a l'impression qu'on reste aujourd'hui, en France, en tout cas, dans une nostalgie du roi très très forte et un comportement royal. Emmanuel Macron, quand il peut voler sa vedette, la vedette à des ministres, il va présenter lui-même dans les provinces les choses qui se font. Le Premier, on ne choisit jamais des gens qui seraient de stature équivalente à côté de soi. J'ai l'impression que nos rois ont toujours peur. Farency présentait Fillon comme un exécutant. Et puis après, on ne parle plus des ministres, on ignore même leur nom. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, de nouveau, pas tuer le roi, mais simplement s'organiser autrement ? Vous avez cité tout à l'heure le Grand Conseil en Suisse, qui a réussi à digérer Blocher, qui est la droite. Et donc, d'avoir la démocratie athénienne, il y avait aussi des comités qui dirigeaient la cité. Il y avait des comités qui dirigeaient la cité aussi dans la démocratie athénienne. En Suisse, c'est un conseil. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un conseil qui explique ces décisions, qui explique la difficulté de la situation, qu'il n'y a pas de solution immédiate et simple, qu'on fait tel choix parce que c'est un compromis. Mendes France faisait des causeries pour expliquer la vie était compliquée, mais que, étant donné cette complexité, on choisit ça. Mais avoir une espèce de culture du compromis à la tête. Oui, ce que vous dites est à bien des égards très intéressant. L'exemple que vous donnez de Mendes France, on l'a rediffusé il n'y a pas très longtemps sur les ondes de la radio publique, on a rediffusé certaines des causeries au coin du feu, qui étaient d'une grande clarté et une manière de tenir les gens au courant de ce qu'il faisait, notamment par rapport à l'Indochine et de ce qu'il faisait à Genève. Aujourd'hui, la réglementation française supposerait que les responsables des principaux partis aient droit à exactement le même temps de parole pour faire valoir leur propre point de vue. Cette perspective est, pour moi, assez proche de celle de, peut-être pas de l'enfer, mais du purgatoire, en tout cas, sûrement, et de la purge à tous les coups. Il y a autre chose qui me semble qui s'ajoute à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que le président est un omniprésident, et c'était déjà le cas de Sarkozy, et ça a été un peu le cas de Hollande malgré lui, je pense sans doute, mais à cause des frondeurs. Mais c'est que le personnel politique, une bonne partie du personnel ministériel, n'a aucune expérience ni aucune légitimité politique, ce qui l'empêche de peser par rapport au président. Tous ces gens de la société civile, je ne sais pas si... J'ai lu, moi, les mémoires de Madame Buzyn, enfin, le journal de Madame Buzyn, que je trouve très intéressant et que je recommande. Seulement, Madame Buzyn, qui avait vu un certain nombre de choses, elle n'a aucun poids pour les avancées et pour imposer qu'on prenne en compte les informations qu'elle a, qu'éventuellement on les conteste ou qu'au contraire on en tire des conclusions. Mais il y a là quelque chose qui se généralise beaucoup et qui, je crois, est quelque chose qui n'est pas positif. David Jayes. Oui, je pense que dans la difficulté à fabriquer des compromis, il y a aussi, on n'en a pas parlé, la structure de notre espace informationnel. C'est-à-dire que quand la vie publique était rythmée par la presse écrite, c'était beaucoup plus facile d'avoir des débats articulés. Et moi, j'attribue, entre autres, le fait que l'Allemagne ait une vie politique encore un peu plus respirable que la France, au fait que la presse écrite y tient encore un grand rôle et même le haut du pavé. Les chiffres de vente de la Frankfurter Allgemeine Zeitung font un peu pâlir d'envie, même les grands quotidiens français. Et leur influence dans le débat public. Et à l'inverse, il y a très peu de chaînes d'infos en continu. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule en Allemagne. Donc ça pollue moins le débat public. On a un problème, c'est qu'on a des problèmes qui sont de plus en plus complexes eu égard à la globalisation et l'interdépendance dont on parlait tout à l'heure, la porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais on a une structure du débat public qui est de plus en plus simpliste. C'est-à-dire qui ne permet pas de susciter une maïeutique démocratique permettant de faire face à cette complexité. Monsieur parlait tout à l'heure de cette question très intéressante qui est au fond l'avenir de l'agriculture, parce qu'effectivement tout le modèle agricole d'après-guerre, que ce soit en France ou en Suisse, il a été construit sur un compromis entre la modernisation, le productivisme, etc., mais aussi l'idée que l'agriculteur restait entièrement propriétaire de son outil de production, qu'il était un agriculteur exploitant, usus, fructus, abusus. Or, les jeunes qui veulent rentrer dans l'agriculture et qui n'ont pas l'expérience du métier, ils aspirent à d'autres modèles. Et ça pose évidemment des problèmes.
Mais ce genre de débat qui pourtant est fondamental, on n'est pas aujourd'hui en situation de le poser parce que c'est trop complexe, c'est trop en nuances, et on n'a pas de vecteur en quelque sorte pour le faire vivre. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui disait sur l'abaya, effectivement, pour améliorer le niveau de l'école, il y a mille et une choses à faire. Ce n'est pas une mesure sur l'abaya qui permettra d'améliorer le niveau de l'école, mais c'est ça qui passe le mur du son, parce que c'est facile, c'est du clash, ça permet, c'est de l'émotion, on se positionne très vite, blanc ou noir, pour ou contre, et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est ce décalage de plus en plus fort entre un débat où c'est noir et blanc, et rien d'autre, et des problèmes qui sont 1000 nuances de gris. Et pour prolonger juste, je pense que c'est d'autant plus pervers que ça incite les hommes politiques à, au fond, se couler dans ce moule, ce qu'on peut appeler BFM ou CNews, c'est-à-dire chercher chaque jour la petite phrase ou la petite mesure qui va attirer l'attention sur vous et négliger tout le débat de fond ou le travail approfondi qui, médiatiquement, ne vous rapportera rien. Et ça, je trouve que c'est très préoccupant. Je pense que David a raison de mettre aussi en exergue la faiblesse de la presse écrite française, la faiblesse économique, dont l'histoire est d'ailleurs extrêmement intéressante, parce qu'au fond, pendant très longtemps, la presse quotidienne en France, régionale ou nationale, a pu se tenir à l'abri des évolutions économiques grâce à un certain nombre de mesures qui étaient accordées par l'État et qui la protégeaient de la réalité, la protégeaient de la vraie vie, jusqu'au jour où ça n'a plus été possible et où tout d'un coup, l'ensemble de cette presse a dû affronter des réalités de coûts à laquelle elle n'était pas du tout préparée et perdre des lecteurs d'autant plus rapidement que l'Internet gratuit venait les remplacer. Mais à ça, il faut quand même ajouter le fait qu'une bonne partie de la presse française, et pas seulement de la presse écrite, appartient à des groupes ou à des personnes dont une partie non négligeable des affaires est liée à des marchés publics. Il y a des pays, l'Allemagne en est un d'ailleurs, dans lequel la Constitution interdit qu'on puisse vivre des marchés publics et posséder des groupes de communication. Mais je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont directement ou à travers des proches récemment acheté un Rafale, mais grosso modo, la plupart des clients de M. Dassault, qu'il s'agit d'aviation de combat, c'est l'État. Je ne sais pas si vous avez récemment fait construire un pont, mais M. Bouygues vit des marchés publics et en grande partie, je peux en ajouter autant pour la manière dont M. Arnault a fait sa fortune avec l'argent de l'État, d'ailleurs très libéralement accordé par un socialiste, en l'occurrence M. Fabius, etc. M. Pinault, d'ailleurs, lui aussi a profité de cette intervention, et on se trouve aujourd'hui dans une situation où non seulement ces chaînes d'information continue jouent le rôle que David et Françoise viennent de dire, mais où en plus le contrepoids devient extrêmement difficile et pour tout dire, réservé à une petite partie de la population. Il y a peut-être une dernière question, monsieur, si vous voulez bien, avant que nous n'allions rejoindre nos familles. Oui, je reviens sur les référendums. Étant franco-suisse, je participe à des votes français et des votes suisses. Et je suis toujours sidéré. C'est de la gourmandise, monsieur, c'est de la gourmandise démocratique. Je suis sidéré quand je reçois le matériel pour préparer les votes. Il y a le pari de l'intelligence et de l'éducation. Quand je reçois, en tous les cas, tout le matériel pour les votations suisses, où je dois passer peut-être une demi-heure à tout le lire et à me forger une opinion, alors que pour des élections françaises, c'est que du travail d'influence. C'est les médias, c'est CNews ou je ne sais quoi, qui va forger les opinions et les médias sociaux. Pardonnez-moi, mais là, vous comparez deux choses qui n'ont pas comparables. Vous pouvez comparer d'un côté le matériel qu'on vous envoie pour réfléchir à votre vote lors d'une votation, et de l'autre côté, l'agitation de CNews et du reste. Mais vous recevez bien, comme électeur en France, vous recevez bien un matériel dans lequel il y a des propositions de programme, dans lequel on voit la photo des jolis candidats, enfin, oui, toutes choses qui vous aident à prendre votre décision. C'est un petit peu faible. Ça, je peux bien le croire. Je peux le croire, mais enfin, c'est quand même
C'est pas CNews. En tout cas, sur cette intervention critique, nous allons vous remercier les uns et les autres d'avoir participé à ce débat, remercier une nouvelle fois la Fondation Jan Michalski de nous avoir reçus, et puis vous donner rendez-vous d'abord dimanche prochain pour un nouvel Esprit public, et puis entre les deux pour ce que nous appelons les BADA, tantôt fait avec la conversation que nous venons d'avoir, tantôt spécifiquement enregistré dans notre série Si c'est pour la culture. On l'a déjà donné, ça nous permettra prochainement de vous faire entendre Constance Rivière, qui est la nouvelle responsable du musée de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée à Paris, qui exposera l'exposition permanente de son musée et aussi les tenants et les aboutissants de ce nouveau musée parisien. Merci beaucoup.